Bienvenue à toutes et à tous, mesdames, messieurs, merci d'être au rendez-vous du décryptage de l'actualité nationale sur Eden Télévision. C'est le forum de la rédaction, les débats à l'Assemblée nationale et dans les états-majors des partis politiques se poursuivent pour une sortie de crise. Et comme vous l'avez déjà suivi au cours de la semaine, les blocs, dont UP et le bloc républicain sont montés au créneau pour fustiger la loi dérogatoire transmis à la commission des lois par le président Oumbédi. Pour eux, cela ne correspond pas à ce qui a été retenu en comité paritaire, qui est le comité qui a statué sur les propositions venant des différents partis politiques. Ce vendredi, le bloc républicain est monté au créneau. Et pour ce bloc, les institutions fonctionnent. Il n'y a pas de crise. Ce bloc est prêt pour les élections. Des déclarations qui méritent quand même d'être analysées sur ce plateau, parce qu'on parle de sortie de crise. Mais quand vous entendez des acteurs, puisque la semaine dernière, on a entendu les cadres du bloc progressiste dire qu'il n'y a rien, on peut continuer le processus, nous sommes prêts. Alors, ces genres de déclarations viennent maintenant incendier ou compliquer la situation ou en faveur d'un dégel de la situation. Pourquoi devrait-on peut-être pas se retenir de certaines déclarations en ces périodes? Si la question sera posée tout à l'heure à mes confrères, en dehors de ces sujets liés aux propositions pour une sortie de crise par rapport à la crise électorale actuellement au pays, d'autres sujets. N'oubliez pas, cette rencontre relaie fortement par les médias nationaux et puis des médias nationaux et ceux internationaux. La rencontre Talon-Soglo, que retenir de cette rencontre? Le président Soglo est sorti, a fait une déclaration à la presse et a bien notifié que le président Patrice Talon est pour baisser la tension politique actuelle dans le pays. Il est favorable à une loi proposée par Monseigneur, à une proposition de loi faite par Monseigneur Gaillet et qui parle d'amnistie en faveur de nos compatriotes qui sont aujourd'hui à l'extérieur. Nous allons également en parler au cours de cette émission. La société civile est-elle absente? Oui, c'est vrai que ces derniers jours, on sent quand même, on constate des démarches de la part de la société civile. Mais quelle est sa part de responsabilité dans la crise politique actuelle? Où était cette société civile quand la minorité parlementaire dénonçait à elle seule le débat au cours les débats qui ont agité l'Assemblée nationale et qui ont conduit à ces lois votées par l'Assemblée nationale et promulguées par le chef de l'État? Nous voulons parler surtout de la nouvelle charte des partis politiques et également du code électoral. On aura à parler de cela puisqu'il y a des acteurs de la société civile qu'on ne retrouve pratiquement plus sur le débat, même si ces derniers jours, c'est comme s'ils se sont réveillés un tout petit peu. On aura donc à savoir, est-ce un jeu de médecin après la mort? Quelle est la responsabilité de la société civile dans la crise politique actuelle? Doris Freddy d'abord, Frédéric Servan, Arnaud Moriagua seront sur ce plateau dans un instant pour en parler. Nous allons finir par faire crochet là pour soutenir les écureuils du Bénin qui affrontent ce dimanche au stade général Mathieu Kirikou les éperviers du Togo, match comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Ah oui, chers confrères, bonjour. Bonjour. Bonsoir, disons-nous, compte tenu du moment où chacun nous suit et selon les points de la planète où on a câblé Eden Télévision. Alors, prêt pour le show? Oui, bonjour Konaïsé, bonjour Loris Davoy, bonjour à nos amis téléspectateurs de Eden Télévision. Et nous serons rejoints dans un instant par Arnaud Moriagua qui viendra substituer, si je peux m'exprimer ici, Fréjus Servan sur ce plateau pour poursuivre le débat avec nous. Alors, ça évolue vite et très vite l'actualité politique au Bénin. Nous avons suivi les tractations à l'Assemblée nationale et surtout la sortie du bloc républicain ce vendredi à Zalaï Hotel à Cotonou. Vous avez vu, entendu aussi les déclarations de Adam Bagoudou. Vous avez vu que tout fonctionne bien, les institutions fonctionnent normalement. Donc on n'a plus besoin de continuer les démarches par rapport à la loi dérogatoire
C'est vrai que la société, les deux blocs posent un problème par rapport à le travail qui a été fait en comité paritaire, qui a statué sur les propositions. Fréjus Sewlan, je commence par vous. Vous avez suivi cette déclaration. Quelles sont vos premières réactions? Oui, c'est avec un peu de regret, sinon beaucoup, que nous avons suivi d'abord le point de presse de l'Union progressiste et puis ensuite celui du bloc républicain. D'abord, en un point, quand nous prenons rapidement le point de presse du bloc républicain, qui semble vouloir fustiger le comportement de leur père de l'opposition et puis fustiger également ce qu'ils appellent la substitution des propositions du comité paritaire par une autre loi dérogatoire modificative et complétive par Maître Adéon Béji. Il faut dire qu'ils font économie d'honnêteté. D'honnêteté en disant que les institutions fonctionnent normalement. En disant que les institutions jusqu'à dire qu'il n'y a pas de crise. Je crois que s'il n'y avait pas de crise, ils ne se verraient pas dans l'obligation de tenir cette conférence de presse, sinon ces conférences de presse, travaux en comité paritaire. Participer à ces travaux en conférence, en commission paritaire, et la commission de 5 membres mis sur pied par le président de l'Assemblée. Il ne participait pas à la convocation du président de la République, etc. Nous sommes tous conscients aujourd'hui que le Bénin traverse une crise préélectorale sans précédent, mais certains, c'est de la communication politique, c'est une stratégie politique que de dire que le Bénin ne traverse pas une crise. Ils sont toujours dans une stratégie pour refaire leur image, pour apparaître comme ceux qui sont sans tâche, parce que il ne vous aura pas échappé que dans les différentes déclarations, il semble dire que le problème, sinon les problèmes ne viennent pas d'eux, qui sont clean, comme on aime à le dire, et que ce sont les autres les problèmes et qui sont là après à tous les pourparlers. Sur le point une posture qu'on avait déjà eu à décourager je crois que nous ne dirons pas, même si nous avons envie de dire que c'est de l'irresponsabilité en cette période de crise où tout le monde s'active pour trouver les solutions, que de sortir et de dire qu'il n'y a pas de crise, je crois que ça relève un peu de l'irresponsabilité. Ça relève un peu de l'irresponsabilité en ce sens que vous participez à des pourparlers, même si vous n'êtes pas dans le problème énoncé, comme ils le disent, et sortir et dire nous ne sommes pas dans une période de crise, je crois que ce n'est pas honnête, ce n'est pas bien. Et rapidement, sur ce point on va revenir du dossier au problème de fond. Mon avis, un instant, je vais continuer avec Loris d'abord par rapport à cette partie, à ce pan de leur déclaration. Loris Freddy d'abord, qu'est-ce qui a fait courir quand même la CEDEAO qui a pris par le Bénin en début de mois, du 3 au 6. On a vu les émissaires de l'ONU quand même qui sont venus au pays rencontrer le chef de l'État et d'autres forces politiques, dont l'ancien président, Nicéphore Soglo, Boni Yahi et autres. Mais c'est surprenant quand même qu'un parti de la majorité présidentielle trouve quand même qu'il n'y a pas de crise au Bénin. N'est-ce pas des déclarations hypocrites ou carrément banaliser l'intérêt supérieur de ce pays-là? Parce qu'aujourd'hui, il y a une certaine psychose, qu'on le veuille ou pas. Les Béninois se posent des questions. Est-ce qu'on va pouvoir organiser des élections à temps? Qu'est-ce qui va se passer? Et voilà, des responsables politiques. Est-ce que ce n'est pas preuve d'irresponsabilité, comme Fréjus l'a soulevé tout à l'heure? Oui, je n'aurai pas le même courage pour faire usage d'un concept aussi sensible que Fréjus Sewlan, mais je peux peut-être penser qu'il peut s'agir d'une ironie ou peut-être d'une malhonnêteté intellectuelle. Mais cela s'inscrit pour ma part dans la droite ligne de ce qui avait été déjà dit par, cette fratrie de la mouvance, à savoir ceux de bloc progressiste et ceux de bloc républicain. Vous savez, au tout début déjà, l'ancien ministre Lazare Sekou disait déjà qu'ils n'ont pas fait de proposition parce qu'ils n'avaient pas de problème. Alors, si le bloc progressiste, si le bloc républicain, à travers la personne de M. Adam Bagoudou, en vient aujourd'hui à ne pas reconnaître une crise électorale, en vient à saluer, à applaudir les institutions de la République, eh bien, je me dis que jusque-là, la logique est respectée. Et il ne fait que respecter la vieille logique qui consiste à ne pas voir de problème. Et puisqu'eux autres, ils n'en ont pas, la République n'en a pas, les opposants non plus devront aussi se considérer comme ne pas être sans problème, justement. Alors,
il se refuse de voir des problèmes, il se refuse de vivre une crise électorale, mais qu'il permet tout au moins à ceux qui en vivent de trouver des solutions qui t'a sorti de cette impasse, qui t'a permis à la République de continuer à célébrer sa démocratie comme par le passé. Il ne faut pas oublier que c'est quand même le modèle de la démocratie, le laboratoire de la démocratie en Afrique. Alors, mais déjà dans cette posture, que pensez-vous du déroulement des travaux à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'on pourra retrouver réellement le consensus? Parce que derrière cette déclaration, il y a quand même des réclamations de fond. C'est quoi? C'est que la proposition faite en comité paritaire ne serait pas ce que le président aurait transmis, ou a transmis, on peut l'affirmer, a transmis à la commission des lois qui doit pouvoir présenter son rapport le lundi pour que les députés puissent statuer, parlant bien sûr des modifications à la loi dérogatoire par rapport à la nouvelle charte des partis politiques. Fréjus Sewlan. Oui, Corneille Haïssé, je crois que ce Parlement nous a habitués à une célérité, à une meilleure célérité que ce que nous observons ici. Tard dans la nuit, notamment vers des heures inouïes, on nous a voté, sorti des lois, on les a votées aux grandes dames des citoyens. Et je crois que ce qu'on observe aujourd'hui, il y a une partie qui semble vouloir boycotter les travaux, qui semble vouloir ralentir le processus, croyant que ce faisant, il pourrait permettre à la Sénat de dérouler son calendrier, de se retrouver à des élections, en match amical. Je crois que cela peut relever de cette stratégie-là, de ralentir volontairement les choses, mais je crois qu'ils le font à tort, parce qu'il n'y aura pas, comme vous le savez déjà, une élection, probablement pas au Bénin, qui a cette culture démocratique, une élection où l'opposition sera absente, où deux partis iront aux élections. Je crois que cette page est définitivement derrière nous, et nous savons tous qu'il y aura des élections inclusives. Donc, peu importe le temps qu'ils prennent pour ralentir les choses, ils n'ont qu'à... N'oubliez pas qu'il y en a qui sont prêts avec ou sans. Avec ou sans opposition. Mais je crois bien qu'ils se trompent d'époque, et qu'ils se trompent de pays et de système aussi. Maintenant, par rapport à cette loi dont vous parlez, quand vous prenez la loi, sinon les propositions qui sont sorties du comité paritaire, et qui devraient tomber sur la table des députés et puis en commission des lois, et puis la loi que le président Rombedi a sortie de je ne sais où, probablement de ces consultations avec le professeur émérite Joël Aïvor et puis beaucoup de tractations, beaucoup de rencontres, beaucoup de négociations. Quand vous voyez la différence, c'est qu'il n'y a plus dans la nouvelle proposition, je vais me répéter, vous m'en excuserez, une proposition de révision de l'article 80 de la Constitution. Et Maître Adrien Mbedi l'a si bien dit à l'Assemblée. Tout à fait, ce jeudi. Après toutes ces consultations, personne ne veut de la révision de la Constitution, sauf un seul parti. Et après qu'il ait dit cela, vous avez vu, il y a un parti, l'Union progressiste notamment, qui, puisqu'il faut le citer, puisqu'il faut la citer, cette union, ce parti a donné une conférence de presse pour dire que le président avait sorti une nouvelle proposition qui ostracise, sinon qui dégage complètement la révision de la Constitution. Donc, eux, ils veulent forcément que nous nous penchions sur la révision de la Constitution, alors que la classe politique, dans son ensemble, tous les acteurs impliqués refusent cette solution-là. Le commun des Béninois aussi, et là, ils sont en train de vouloir tirer sur quoi il ne faut pas. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui le processus électoral? Quel est notre problème? C'est le certificat de conformité, c'est le quitus fiscal. Et dans la nouvelle proposition de Maître Adrien Mbedi, vous allez voir qu'il y a ces propositions-là qui permettent d'aller directement vers ce qui nous pose problème, à savoir la délivrance du certificat de conformité qui parle de l'existence même de ces partis, et que cette loi, ces articles en son article premier, permet même à tous ces partis politiques qui existaient au regard de l'ancienne charte, sinon d'une ancienne loi de 2001, de continuer par exister dès qu'ils se présentent au ministère de l'Intérieur. Parce qu'il faut le rappeler, sur la nouvelle charte à l'heure actuelle, c'est qu'il y a des partis qui n'existent plus. Voilà. Je vais en venir là. Donc, ce faisant, cette nouvelle loi de Maître Adrien Mbedi épargne que l'on touche de façon opportuniste à notre Constitution et donne les meilleures solutions et les meilleurs délais pour que nous puissions sortir de cette crise. Mais c'est étonnant que nos acteurs politiques des blocs républicains progressistes aillent contre cette révision, aillent contre cette proposition, en disant
mordicus qu'il faut revenir avec la proposition du comité paritaire qui propose fortement la révision de notre constitution en son pratique 80, alors que nous sommes déjà dans une période sensible, un contexte assez difficile où il ne faut pas rajouter un autre problème au problème qui se pose actuellement. Et nous savons tous que dans notre pays, la révision de la constitution a toujours posé problème. Alors, nous constatons aisément que ces partis politiques, le Bloc républicain et l'Union progressiste, tentent de faire du dilatoire, tentent de créer d'autres problèmes où il n'y en a pas, envie de faire diversion dans les seuls dessins qui Loris Frédéric, d'abord, lorsqu'on voit la démarche alors de ces partis de la mouvance présidentielle, puisque à cette conférence de presse, Adam Bagoudou est allé plus loin. Il a félicité le chef de l'État, bon père de famille, et il a surtout dit que les blocs républicains et autres n'ont pas bénéficié des traitements de faveur. Et maintenant, voilà le problème posé, et les délais sont, il faut pouvoir respecter le délai. Nous sommes pratiquement à quelques jours de l'élection, et pendant que tout le monde se pose la question de savoir comment faire pour tenir dans le temps et pouvoir respecter les choses. Les travaux qui ont été effectués ont débouché quand même sur une loi dérogatoire qui proposait 10 jours pour avoir le certificat et autres. Mais ce que Roumoudi a transmis parle de 5 jours et autres, puisque l'usance est là, il faut aller vite. Mais c'est étonnant quand même. Est-ce qu'il y a d'autres motivations? Est-ce que ces partis ne sont pas en train de fuir la vraie compétition? Qu'est-ce que les partis de la mouvance présidentielle craignent aussi tant? Pourquoi veulent-elles rester seules en course pour ces législatives? Vous savez, à la lecture de la comédie ambiante qui prévaut dans les deux camps, je veux parler dans le camp de la mouvance et dans le camp de l'opposition, on est tenté de s'inscrire dans la logique des républicains qui pensent qu'il n'y a pas de crise. Oui, il n'y a peut-être pas de crise, mais nous entretenons, nous donnons vie à cette crise. Et parce que nous donnons vie à cette crise à travers l'interprétation que chaque camp fait, à travers la lecture que chaque acteur de chaque chapelle fait du problème actuel. Sinon, on en est venu à une proposition du comité paritaire. Le président de l'Assemblée nationale s'est rapproché des spécialistes du domaine et a donné corps à une autre proposition. Cette proposition permet... Cette sortie de l'impasse permet de mettre fin à cette crise que nous vivons jusque-là, sans en aucun moment toucher à la loi fondamentale, qui, vous le savez, reste le point qui nourrit, qui enfle, qui attise la polémique actuelle. Et parce que certains acteurs pensent plutôt qu'ils gagneraient à œuvrer, à faire pencher dans la balance du côté de la modification, pour ne citer certains, à la petite modification de cet article 80. C'est à croire que cette modification arrange un camp comparativement à d'autres. C'est triste, c'est une lecture. Loris a pleinement raison. Et là où il faut comprendre ce qu'il est en train de dire, si l'on touchait à cet article 80, c'est qu'il y aura lieu de proroger le mandat des députés. Et là, nous sommes en train de constater actuellement que les députés du Bloc républicain et de l'Union progressiste sont en train de vouloir, de provoquer un prolongement de leur mandat. Ils sont en train de vouloir cela. Pourquoi? Nous ne le savons pas. Est-ce qu'ils le veulent seulement? Est-ce qu'ils ne veulent que ça? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres belles lectures derrière à faire? Pour le moment, je me garde d'aller au-delà des lignes. Mais maintenant, si tant est qu'on peut en arriver à sortir de cette crise sans toucher à cet article 80, et permettre bien évidemment une organisation de l'élection inclusive, quel camp cela devrait gêner? Si tant est que ce camp est patriote, même si les dit-on camps élus à l'heure actuelle, qui n'ont pas de problème, pensent qu'il n'y a pas de crise, comme je l'ai dit au départ, qu'ils permettent quand même à ceux qui continuent d'en vivre de se tirer d'affaire. Alors, maintenant, l'autre petit point qu'on peut reprocher au président de l'Assemblée nationale, c'est peut-être le manque de concertation autour de cette nouvelle proposition. Concertation, consensus. Oui, ce consensus autour à l'étape actuelle. C'est vrai, c'est une très belle proposition. C'est une très belle proposition. Mais maintenant, la méthode a manqué. Il semble que cette dernière proposition leur est imposée.
Et quand vous savez Mais qu'il y a des intérêts derrière chaque proposition, je trouve quand même que c'est une sagesse de la part du président. de ne leur imposer. Vous savez, aujourd'hui, c'est une sagesse. C'est là la délicatesse. Je vais emprunter cette on les phrase. aurait réunis, quitte à leur faire adopter, quitte à leur faire accepter. Mais non, Loris d'abord, Maître Adrien Rungwedji connaît parfaitement, et mieux que nous, que vous tous, ces pairs du bloc de la majorité parlementaire. Et il faut en rire aujourd'hui quand ce sont ces acteurs, ces députés du bloc de la majorité qui trouvent qu'il y a problème de méthode, qui trouvent qu'il y a problème de consensus. Pendant ce temps, quand la minorité parlementaire réclamait plus de temps, plus de consultations sur ces lois qui posent aujourd'hui problème, à savoir la charte des partis politiques et le code électoral, la majorité parlementaire ne semblait pas trop vouloir. Vous êtes d'accord avec moi qui n'ont pas si tort, parce qu'on les a réunis plus d'une fois pour réfléchir sur cette proposition du comité paritaire. Et cela peut sonner un peu comme une insulte à leur intelligence. C'est à croire que ce que nous avons proposé... il faut quand même reconnaître les discussions à l'Assemblée nationale où certains députés sciemment tentaient de ralentir le processus, tentaient sinon de ralentir, oui, c'est le mot, parce que je pense qu'il Maître Adrien Rungwedji leur a dit qu'il n'avait pas de temps à perdre, qu'il était face à une contrainte et qu'il devait aller très vite. Je crois donc, que il sait pertinemment que ces pairs du bloc de la majorité parlementaire ne voulaient pas de cette sortie de crise. Et donc, il lui fallait aller très vite et ne pas céder à cette discussion inutile parce qu'il a dit c'est du pays que le président de l'Assemblée a joué son rôle de sage. Hein. Il faut le reconnaître parce qu'il faut aller très vite. Une sagesse tardive. Non, sur ce coup, tout au moins sur ce coup. Parce que là si on devrait faire encore une autre concertation à propos de ces détails, que peut-être on n'aurait peut-être pas une loi aujourd'hui sur la table de la commission des lois. Parce que pendant ce temps, le calendrier électoral... Et inévitablement, on va tomber dans ce cas-là. La révision de l'article 80 pour prolongation du mandat de 45 jours. C'est parce qu'on ne l'a pas fait que au cours de leur sortie de ce vendredi, les Républicains pensent qu'il n'y a pas de problème, et que c'est plutôt une stratégie pour les distraire que de proposer une nouvelle loi. On passe à un autre sujet, mais on reste dans le camp politique et toujours par rapport à cette tension électorale. La rencontre la rencontre Soglo-Talon, on a suivi les déclarations du président Soglo. On sait quand même que juste après les élections, le courant ne passait plus forcément très bien entre les deux hommes. Et on sait aussi le rôle joué par le président Nicéphore Soglo dans l'élection et l'avènement du périple du Patrice Talon au pouvoir. Aujourd'hui, c'est déjà quand même de belles images. Bien évidemment, on connaît ici. Et déjà, il faut commencer par saluer la sagesse et l'humilité des deux hommes d'État, à savoir le président Patrice Talon et l'ancien chef d'État Nicéphore Dieudonné Soglo, parce que l'un a eu l'humilité en cette période de crise de tendre la main, d'inviter son ancien, si on doit le dire, Nicéphore Dieudonné Soglo, pour qu'il puisse discuter des éléments, sinon des parties prenantes, des implications de cette crise. Et puis, au terme de à cette invitation, l'autre, Nicéphore Dieudonné Soglo, a répondu favorablement à cette demande. Nous étions tous doutés. Nous étions dans le doute que le président Nicéphore Soglo n'allait pas répondre à cette invitation parce que, vous savez, les différentes tensions, les différents problèmes qui ont émaillé les deux hommes, les relations des deux hommes. Donc, on n'était plus convaincus que Nicéphore Soglo allait répondre à cette invitation. Mais un homme d'État, en évaluant la crise actuelle et la responsabilité qui était la sienne en tant qu'ancien chef d'État, il a répondu à l'appel de l'actuel président de la République. Et vous allez voir la beauté de ces images, comme le disait quelqu'un tout à l'heure sur le plateau, ce sourire, sinon ces sourires, la convivialité qui a prévalu, nous a-t-on dit, nous n'y étions pas lors de ces échanges, mais vous allez voir qu'il y avait réellement une convivialité qui a prévalu lors de ces échanges parce que le lendemain, au cours de sa déclaration, si vous lisez la déclaration du président Nicéphore Soglo, vous allez voir qu'il a dilué son verbe.
il y a dilué son langage. Parce que ce n'est pas le Nicéphore Soglo qu'on avait l'habitude de lire. Il était plus acerbe et plus long. Il était prolixe, très long et plus acerbe. Voilà. Mais là, dans sa déclaration, il y est allé avec quelques mots et puis est venu sur les deux conclusions, à savoir que le président Patrice Talon, après cette discussion, était disposé à revenir aux fondamentaux de la conférence nationale et à revenir aux différents tests qui lui ont permis à lui-même d'accéder à la magistrature suprême. Et qu'il était conscient des difficultés qu'il allait rencontrer dans la mise en œuvre de cet engagement. Donc, que le président était disponible à cela et, de notre côté, disponible à prendre dans les jours à venir une loi d'amnistie pour faire revenir tous ces exilés politiques. Alors, et que cette proposition émanerait d'abord de Monseigneur Antoine Gaye, mais aussi, il a noté, de l'opposition qui a été très active et qu'il faut féliciter. Donc, je crois que le président Nicéphore Soglo a mis, comme on le dit, de l'eau dans son vin et que le président Patrice Talon aussi, face à la crise, a mesuré la responsabilité qui était aussi la sienne et que cette sortie, ce compte rendu du président Nicéphore Dieudonné Soglo, comme il a dit, fait croire que le Bénin va encore étonner le monde dans les jours à venir. Alors, Fréjus Serrolan, merci pour vos analyses. Loris Frédéric d'abord. La balle est dans le camp maintenant du président de la République. Fait baisser la tension. Il est disposé à faire baisser la tension. Non, laissez-moi finir d'abord. Ensuite, renouer avec les acquis, le principe démocratique, mais surtout, cette loi d'amnistie ramenée. On sait quand même qu'il y a des compatriotes qui sont à l'extérieur et que le peuple souhaite ces images avec cette rencontre avec Nicéphore Soglo. Le peuple souhaite avoir une rencontre comme ça avec Patrice Talon et Sébastien Germain à Diavon, pourquoi pas. Patrice Talon, Léa Divina Soglo, pourquoi pas. Patrice Talon et Dienontin, pourquoi pas. Ils sont. Frédéric Serrolan et Loris Frédéric, dites-nous. On peut compter sur la bonne foi du chef de l'État. Oui. René Haïssé, moi, je n'en ai jamais douté. C'est vrai qu'il y a eu des décisions sensibles qui laissent croire que cette rigide rigueur du président de la République peut être à des moments donnés assimilable à une manière de confronter, d'éprouver les principes démocratiques. Mais voilà, au sorti de cet entretien, au sorti de cette rencontre avec l'ancien chef d'État Nicéphore Dieudonné Soglo, et qui a accordé une interview exclusive à notre chaîne sœur Sika TV, eh bien, la substance de cet entretien, de cette interview, franchement, nous rassure davantage et nous laisse croire en la bonne foi. Corneille Haïssé, pour vous qui m'en posez la question tantôt, on croit davantage à la bonne foi de Patrice Talon. Et je vous l'ai dit, c'est vrai que la rigueur, la trop rigide rigueur du numéro 1 de la République nous a confrontés dans notre doute de ce qu'il partage ou non les principes démocratiques. Maintenant qu'on en arrive jusqu'à accepter, enfin, qu'il ait accepté ou qu'il s'y est prononcé. Nous n'étions pas dans les coulisses des dieux, nous n'étions pas présents, mais quand ça vient d'une aussi crédible personnalité. Même, voilà. Alors, et puis, qui l'aurait su? Qu'il est disposé à examiner cette par exemple, loi dans le meilleur délai. Oui, quand on se rappelle comme si c'était hier, la manière plus ou moins cavalière dont on a arraché la municipalité de Cotonou je veux bien arracher en griffe, vous me le concédez. Quand on a arraché la municipalité de Cotonou à son fils, quand on se réfère à certains propos, comme l'a dit Frédéric Serrolan, plus ou moins bien acerbes qu'il a tenus, quand on se réfère à cette disposition qui lui ont arraché une certaine prérogative d'ancien chef d'État, que vous savez, que je sais, eh bien, et que celui-là en arrive à accepter cette rencontre et qu'au sorti de cette rencontre, qu'on aboutisse à de très belles résolutions, comme quoi une loi d'amnistie pour permettre quand même à ces, je dirais, plus ou moins potentiels opposants ou potentiels ennemis du régime, justement, eh bien,
on attend de voir, on continue d'y croire, et on attend de voir quelle suite sera donnée à ces résolutions, à ces propositions faites par le président de l'Assemblée nationale à l'ancien, le président de la République, pardon, à l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. Oui. Rapidement. Voilà. La suite, puisqu'on s'interroge sur la suite, il faut dire quand même que même si le chef de l'État, ce n'est pas lui le concepteur, et ce n'est pas lui qui a déclaré publiquement la ruse et la rage. Et la ruse et la rage, est-ce qu'on peut... C'est un proche à lui. Bon voilà. Est-ce qu'on peut quand même croire à une suite favorable à tout ceci si on est dans un Bénin révélé où la ruse et la rage conduisent certains dossiers? Pour répondre à votre question, je dirais que il y a une leçon fondamentale à retenir de cette rencontre Talon-Soglo. La leçon est celle-ci, c'est que le président Patrice Talon doit, à des moments donnés, se démarquer de ses conseillers, de certains de ses conseillers. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans cette crise où nous en sommes aujourd'hui, Patrice Talon n'a pas été, sinon n'est pas le seul responsable. Il y a ceux qui l'ont entouré, qui l'ont mal conseillé, ceux qui ont parlé de ruse et de rage, ceux qui ont proposé des politiques d'exil, ceux qui ont au pays, c'est ce qu'on dit très souvent. L'homme, le chef d'État ne décide pas seul. L'homme, il ne décide pas seul. Permettez-moi d'aller jusqu'au bout. L'homme, face à sa responsabilité aujourd'hui, président tout à fait très intelligent et quand même, vous pensez qu'il pourrait facilement... Face à sa responsabilité aujourd'hui, vous avez vu ce que l'homme a dit, vous avez vu ce que l'homme a concédé. Ça veut dire que l'homme a du cœur. Ça veut dire que l'homme a de l'intelligence. Ça veut dire que l'homme a le souci de la paix, de la préservation de son, de la paix dans son pays. Personne n'aurait pensé de mais ceux qui l'entourent, est-ce qu'ils ont les mêmes intérêts? Non. Et c'est là que nous voyons aujourd'hui les conséquences de tout ce qui se passe. Quand ceux qui l'entourent ont des visées sur la mairie et qu'ils trouvent qu'il faut dégager l'ancien maire Yadi Soglo et qu'ils font feu de tout bois et qu'ils mettent tous les moyens à le faire. Quand ceux qui l'entourent pensent qu'il faut mettre de la ruse et de la rage pour faire exiler les opposants, vous voyez là où nous en sommes. Par rapport au cas Yadi Soglo, d'attribuer tous ces faits à son entourage. Mais par rapport au cas Yadi Soglo, on sait quand même que Yadi Soglo, en son temps, n'avait pas apporté son soutien au président Talon quand il était candidat. On pourrait penser peut-être à une revanche politique. Votre entourage a toujours une influence sur vous. Mais, et quand le feu est à la porte, c'est là qu'on sait que seul, on endossera les responsabilités. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Et le président Patrice Talon, il faut que le avec sa rencontre, avec sa résolution, s'est engagé à se démarquer de ses conseillers. Et c'est ce qu'il doit davantage faire. Merci. Il n'y a pas que les conseillers qui sont en griffe mauvais, parce que quand vous vous référez par exemple à certaines décisions sensibles et à la limite bien risquées de l'ancien préfet du littoral, Modeste Otoboula, vous n'allez quand même pas me dire que Toboula avait une influence sur le président de la République et que sans l'instruction, que sans la protection de quelque instance plus haute que ce soit, qu'il oserait prendre certaines décisions sensibles. Ça reste un débat. Et l'autre chose, vous me permettez rapidement, en 2 minutes de dire, Annou Moriagua va nous rejoindre justement sur ce plateau. Quand l'actualité était un peu plus chaude entre le président Patrice Talon et la famille Soglo, vous avez vu, entre griffes, ce que nous appelons la clébétude nationale. C'est-à-dire ces gens-là qui sont commis, qui sont poussés en avant sur les réseaux sociaux. Pour comme la vidéo Gracias que pour mettre leur cervelle en benne. Pour le mettre le cervelle en benne. Et qui ont des jeunes, qui ensemble, des jeunes et même des vieux, qui sans ménagement, ont traité l'ancien président Soglo de tous les noms d'oiseaux. Et qui ont humilié le président Soglo, qui ont humilié la famille Soglo, et qui ont humilié cette classe politique, cette opposition. Ceux-là, tapis dans les réseaux sociaux, et que nous connaissons, qui sont adeptes des montages vidéo et autres, ils sont où aujourd'hui? Ils sont où aujourd'hui? Difficilement aujourd'hui, ils ont le courage de sortir la tête et de dire autre chose, parce que le président Patrice Talon a pris le contre-pied de ceux-là. S'il ne tenait qu'à ceux-là, le président Patrice Talon allait conduire le pays au bord du gouffre, parce que ce sont des extrémistes qui n'ont aucune responsabilité, mais qui, à travers des messages très graves,
pousse le président à aller plus loin. Le code de l'information, il y a la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication qui doit pouvoir nettoyer. Espérons que le code de l'information et le code numérique soient le même pour tous. Merci Frédéric. Mais la même rigueur pour tous. Nous allons retrouver sur ce plateau dans un instant Arnaud Moriagua pour poursuivre le débat. Eh bien, Frédéric, merci à vous. Voilà, donc bon week-end. Bon week-end à vous également. Voilà. Nous allons continuer avec Loris Frédéric Davor et Arnaud Moriagua qui va nous rejoindre dans un instant sur ce plateau du forum de la rédaction. On passe à un autre sujet. Loris Frédéric Davor et puis Arnaud Moriagua. On va passer à un autre sujet. Ah oui. Les acteurs de la société civile. On a vu en début de semaine une rencontre, une audience chez le président de la Cour constitutionnelle, Maître Joseph Diaobénou, et ensuite, quand même aussi, une autre audience, le chef de l'État, la société civile, a exprimé ses inquiétudes et est allé quand même faire ses propositions pour des élections inclusives. Mais également, la société civile s'est prononcée et a été contre, ou est contre, j'allais dire, une révision de la Constitution, Loris Frédéric Davor. Mais pourtant, cette société civile a été absente, silencieuse. Rappelez-vous, au moment où on faisait ces réformes, au moment où il s'agit d'étudier ces lois à l'Assemblée nationale, on voyait que la minorité parlementaire. Alors, cette société civile est passée par où? Corneille, je voudrais m'inscrire d'abord dans la logique de ceux-là qui pensent que la société civile ne se résume pas seulement à ces quelques têtes fortes comme Jean-Baptiste Elias, Martin Soba et autres. La société civile, c'est aussi vous. Est-ce que ça reste encore des têtes fortes? Justement. Maintenant, revenons à ces quelques têtes fortes qui sont restées absentes, dissoutes depuis quelque temps, dans quelle rivière ou dans quel depuis l'avènement du régime, justement. Vous faites très bien de préciser depuis quand le mal a pris corps. Alors, on se rappelle comme si c'était hier. Ah oui. Quelle a été la vivativité de cette société civile? Quelle a été la proactivité qu'on reconnaît à cette société civile? On se rappelle comme si c'était hier la chambre de situation, vous vous rappelez, dans sa gouvernance, qui marquait au talon presque toutes les autorités, qui revendiquaient la sauvegarde des acquis démocratiques. Mais depuis 2016, au lendemain de l'avènement. C'est vrai que certains acteurs participent à la gestion aujourd'hui aux côtés de Patrice Talon. Et qui se cachent derrière peut-être à l'Assemblée. Et qui se cachent derrière les principes et préceptes de leur poste qui leur interdisent. Mais ça, c'est des cas à part. Oui. C'est des cas à part. Mais c'est des cas à part. Mais il faut qu'on en parle, Corneille. Parce que c'est quelques rares qui ont refusé littéralement de se prononcer, en bien comme en mal, sur quelques faits politiques dans cette nation depuis 2016 commettent une grave erreur. Parce que l'histoire va les rattraper. Parce qu'on leur reconnaît une couleur, on leur reconnaît une image, on leur reconnaissait par le passé une probité intellectuelle, une rigueur. Est-ce que vous voyez? Et qui subitement a disparu. Quelqu'un est monté au créneau pour dire que le poste qu'il occupe actuellement... Mais ça, c'est pourquoi vous dites quelqu'un, tout le monde sait quand même que c'est Martin Soba de l'ONG. Alors, c'est une déclaration déjà faite. Alors, comme lui, il y a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres qui ont été bombardés, comme on le dit, à des postes plus ou moins juteux qui leur permettent aujourd'hui de ne plus se prononcer. On nous dira peut-être que jusqu'ici, nous sommes derrière caméra, que nous avons notre langue encore déliée et que d'ici demain, quand on nous bombardera, quand on nous hissera à tel ou tel poste, qu'on n'aura plus la langue aussi fluide pour dire ce qui va ou ce qui ne va pas. Mais c'est quand même un fait à reconnaître, un fait à décrier. Si vous avez fait un choix, un choix et que vous avez opté pour un principe, une mission républicaine, eh bien, il convient de l'assumer jusqu'à son terme. Et cette société civile qui a disparu, il revient à la jeunesse de se poser des questions, de s'armer et de commencer à prendre cette relève pour arracher à ces quelques rares têtes fortes que nous hissons au rang de société civile. Il revient maintenant à cette jeunesse de leur arracher ce pouvoir pour
se dit désormais que cette société civile se doit désormais de jouer le rôle qui lui revient, la sauvegarde des acquis démocratiques, la sauvegarde des libertés et autres, parce qu'il nous le faut. Il faut cette instance dans la République pour continuer à marquer les gouvernants comme cela se doit. Alors, Arnaud Mouriagoua, votre avis sur la question, parce que cette société civile a été tellement une cheville ouvrière au temps de Boni Yaya. Rappelez-vous, quand Boni Yaya a réussi quand même à mettre complètement l'opposition en berne, il y a la société civile, les partenaires sociaux, les syndicalistes et puis les acteurs de la société civile impliqués justement dans la gouvernance qui ont pu tenir tête à Boni Yaya en ce moment. Aujourd'hui, on a encore l'impression que ces acteurs n'existent pratiquement plus. La société civile, je vais d'abord dire bonsoir Corneille et bonsoir Freddy Loris d'abord. La société civile, il faut le dire, sous le président Boni Yaya a donné de la voix. Et la société civile était sur tous les fronts. La société civile se prononçait pratiquement sur toutes les questions. Et donc, malheureusement, on constate que sous ce régime, la société civile est restée silencieuse, véritablement, depuis 2016. Il faut le dire, et on se demandait même où se trouvaient certains acteurs de la société civile dans le système. On se posait beaucoup de questions et notamment, vous avez évoqué le nom du président de l'ALCRE, Martin Assogba, qui à chaque occasion ne manquait aucune occasion pour faire des sorties médiatiques qui dénonçaient ce qui n'allait pas. Mais malheureusement, depuis 2016, on ne sentait plus vraiment la société civile, et pendant que la minorité parlementaire dénonçait ces votes de loi, ces lois que certains, j'allais dire scélérates, certains syndicalistes qualifient de lois scélérates. Et bien sûr, pendant que la minorité parlementaire dénonçait ces lois, on ne voyait pas la société civile au rendez-vous. On se posait beaucoup de questions. Et finalement, il a fallu qu'on arrive à ce stade. Voilà. À l'entame de cette émission, vous avez parlé de médecins après la mort. Je ne dirais pas que la société civile a joué un rôle de médecin après la mort, mais je dirais plutôt quand même qu'il fallait que la société civile... C'est un rôle de médecin après la mort. C'est un rôle d'arriviste. Oui, arriviste si vous le voulez, mais quand même il fallait que la société civile fasse cette N'oubliez quand même pas sortie. qu'il y a deux acteurs, je l'ai dit tout à l'heure, focus sur ces deux acteurs, Ordan Adanti et puis Joseph Diabono, mais finalement... Ces deux acteurs ont changé de camp. Ces deux acteurs ont changé de camp. Ils sont mieux dans leur rôle d'acteur de la société civile. Vous pensez? Parce que pratiquement, acteur politique aujourd'hui, c'est pratiquement comme un échec. Non, échec peut-être, c'est ce que vous observez, mais pas échec pour leur poche. Mieux qu'ils retournent? Pas échec pour leur poche. Et donc, qu'est-ce que l'on recherche? Qu'est-ce que l'on recherche? On ne reste pas éternellement dans une position où tout le temps, il ne faudrait pas quand même grandir un peu en matière de manteau. Les directives changent, la condition change. Comme j'avais dit un jour sur le décryptage sur Matin d'Éden, si on me laissait le choix, l'option par exemple entre les différents types de Diogbenou possibles que j'ai croisés, le Diogbenou professeur agrégé au campus, le Diogbenou acteur de la société civile, le Diogbenou ministre, eh bien, moi je choisirais rien. Il y a eu d'abord un peu le Diogbenou député. Oui, enfin, ça c'est le Diogbenou politique. Le Diogbenou politique en gros. Je choisirais volontiers le Diogbenou acteur de la société civile et le Diogbenou cadre, éminent cadre, éminence et grise de cadre intellectuel accompli. Mais en dehors de ces deux types de Diogbenou, les autres Diogbenou me laissent un peu perplexe. Mais c'est ce que vous allez choisir. Mais le président Diogbenou avait quand même un objectif. Lui, il savait où il allait, mais nous, on ne savait pas où lui, il allait. Et donc, on a posé récemment la question au président Alcré, est-ce qu'il souhaite faire la politique? Il a dit non. Lui, il préfère rester dans sa position et défendre ceux qui subissent des discriminations et autres. Et moi, j'ai apprécié. Donc, lui, il sait. Mais le président Diogbenou, aujourd'hui président de la Cour constitutionnelle, lui,
il savait où il allait, mais nous, on ne savait pas où lui, il allait. Parce que, en fait, à un moment donné, ils nous ont montré que ceux qui sont là-bas, autour de la marmite et qui dirigeaient le pays, dirigeaient mal. Et que c'est à leur tour d'aller s'asseoir là-bas. Et le peuple a cru. Le peuple a vu que ceux-là qui... Peut-être qu'il n'a pas tort, parce qu'il n'a pas fini. Ceux-là qui nous défendaient... Peut-être qu'au soir de son mandat... Peut-être qu'au soir de son mandat, on lui décernerait peut-être notre satisfecit. Qui sait? Ben, on a tout le temps pour apprécier. Mais ce qui est sûr, il y a quand même des acteurs qui sont restés dans cette société civile qu'il faut quand même féliciter, encourager. C'est pas de la pub gratuite. Quand on parle des Social Watch, des WANEP, sont restés quand même dans la danse. On les a vus à plusieurs reprises. Je vous avoue que moi... Entre-temps, pendant que ces lois ont été votées et que ces lois ont créé de remous au sein de l'opinion publique, que j'ai surpris les OSC au niveau de, comment vous appelez, lors d'une réunion à Cotonou, où quand même la société civile a passé toute une journée à analyser la situation politique face à ces lois qui étaient votées et là où ça allait nous conduire. Mais finalement, on s'attendait à une déclaration. Ce jour-là, par hasard, nous, on avait amené notre caméra sur les lieux. Mais ils avaient refusé de se prononcer. Et donc, finalement, on a attendu maintenant cette crise entre griffes pour que la médiation commence, la société civile à la Cour constitutionnelle, la société civile à la présidence. Franchement, il faut que la société civile comprenne que ce n'est pas de cette société civile que le peuple veut. Le peuple veut retrouver cette société civile-là, en verve combative. Voilà. Cette société civile véritablement qui porte la voix du peuple, la voix des Béninois. Merci. Je tiens à le dire. Merci, Anomori Agua. Il y a d'autres acteurs qui doivent quand même faire sourire le peuple béninois dimanche prochain, ou bien dimanche, Anomori Agua. Nous attendons beaucoup de cette rencontre entre éperviers et écureuils du Bénin. Loris Freddy d'abord. On parle maintenant sport avant de descendre. Oui, on se convertit momentanément en chroniqueur sportif. C'est vrai que nous sommes à la porte des qualifications pour Égypte, pour la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra en Égypte. Cette porte va-t-elle s'ouvrir? Maintenant, oui. Véritablement. Ça revient à la question qu'Alexis Setti a posée à oui, quand je nous dis que nous sommes à la porte, peut-on compter sur... Oui, quand je nous dis que nous sommes à la porte, c'est nous dire que la clé est à notre portée. Si nous fournissons les efforts requis, et si justement le 13e homme, les supporters font aussi le déplacement pour les soutenir comme cela se doit, comme nous avons commencé à le dire depuis ce matin, sur Matin d'Éden avec Anomori Agua et toute l'équipe. Mais avant tout ceci, il fallait reconnaître l'organisation qui a entouré cette mésoveille, il fallait reconnaître les efforts du... Concédez-moi le culot du très jeune ministre Oswald Omeki qui s'investit davantage pour redorer le blason des différentes disciplines sportives, même si ce à quoi vous me conviez cet après-midi, c'est du foot, bien évidemment. Il faut reconnaître cet effort qui a été fait. Il y a quelques jours, on a assisté à l'octroi des subventions à chaque fédération, toujours pour... encourager un temps soit peu. Le ministère Omeki qui a pu quand même réussir à ramener un peu la paix dans la maison football, surtout, la famille football. Surtout, qui a connu, vous l'avez bien dit, qui a connu de difficiles moments. On en est arrivé à aboutir maintenant à une fédération et les différents championnats, la première ligue, Vitalor Ligue suit son cours comme cela se doit, même si les équipes ne sont pas de très grande facture, eh bien ça se poursuit, ça renaît quand même. Alors, l'autre constat que j'ai fait pour le match du dimanche, c'est que les différentes instances impliquées dans l'organisation de cette rencontre ont pu mobiliser de jeunes professionnels, de jeunes internationaux qui n'évoluaient pas par le passé dans le 11 national. On a vu un Aguemon, par exemple, et autres qui brillaient, qui font de très bonnes prestations. Espérons qu'ils
ils vont pouvoir quand même s'adapter rapidement au jeu. Ils nous l'ont confirmé à travers l'interview qu'on a proposée aux amis téléspectateurs dans nos différentes éditions, que l'ambiance dans le groupe est bon enfant et qu'ils nous promettent pour dimanche une victoire. Et là maintenant, nous devons en appeler au sens de patriotisme de tous les concitoyens, de tous nos amis, parents et autres. Mobilisons-nous nombreux pour remplir le stade de l'amitié, pour effrayer de par nos clameurs, de par les slogans, les chants et danses, ces éperviers qui eux aussi ne sont pas venus, qui eux aussi sont venus chercher cette même qualification. Et contraindre les éperviers à un échec. Ah oui, et là c'est un match d'ensemble, comme je le disais. C'est un match à 11 sur le terrain et dans le public, cela va se jouer aussi dans le public. Tout à fait. Et oui, voilà. Et ça va continuer, hein? Et ça va continuer au-delà. Imaginez-vous, les foyers béninois, togolais. Je suis d'accord avec tout ce que Loris a dit, mais il faudrait que je présente un peu le tableau actuel de notre groupe. Notre groupe est composé de l'Algérie qui a déjà 10 points, et suivi bien sûr du Bénin qui a 7 points, du Togo qui a 5 points, même nombre de points avec la Gambie. Et donc la Gambie a une différence de but très soyée, ce qu'on appelle goal average, de 0. Alors que le Bénin a une différence de but de moins 2. 0, c'est pas si soyé. De moins 2, c'est quand même soyé. Donc, si on doit voir les différences de but, ne me distrayez pas surtout, Freddy Loris d'abord. Et pour que le Bénin passe, Bénin qui a subi l'humiliation, pour que le Bénin passe, c'est nécessairement une victoire. Il n'y a pas autre chose à chercher. Je voudrais vous rappeler que ce vendredi déjà... Une bonne victoire. Une victoire. Une bonne victoire. Même pas... Est-ce qu'un 0 arrange le Bénin? Voilà. Et 1-0 arrange le Bénin, quel que soit ce qui va se passer, le résultat du match entre l'Algérie et la Gambie. Puisque la Gambie est à 5 points, comme le Bénin. Et donc, non, le Bénin est à 7... Vous allez revoir vos calculs? Je vais voir mes calculs, mais la Gambie est à 5 points. Et donc, si la Gambie battait l'Algérie, la Gambie aurait 8 points et rattraperait le Bénin au point. Si le Bénin faisait match nul avec l'Algérie, avec le Togo. Le Togo. Si le Bénin faisait match nul avec le Togo et la Gambie battait l'Algérie, les deux équipes Bénin-Gambie seraient au même nombre de points. Et si on se réfère alors au goal average, la Gambie risque de passer. Un instant, s'il vous plaît. La Gambie risquerait de passer. La Gambie risquerait de passer. Mais si le Bénin, battait le Togo et l'Algérie battait la Gambie, alors le Bénin passera simplement, on sera qualifié. Et c'est ce à quoi tout le monde veut adhérer. Voilà. On invite les écureuils à mouiller le maillot, qu'ils n'aient pas le complexe de professionnels comme Adebayor et autres joueurs qu'ils verront dans l'équipe nationale du Togo. C'est vrai que les confrontations entre le Bénin et le Togo, certaines convocations se sont soldées par des matchs nuls, mais le souvenir que moi je garde, c'est cette victoire du Bénin au stade de l'Amitié, et 4-1 en 2010. Et pourquoi pas 5-0 pourquoi pas un 5-0 Adebayor qui reste un nom, mais qui n'évolue plus actuellement dans un très grand championnat. Yori Agua qu'il va falloir désormais convertir reporter sportif aussi. Loris d'abord. Il y a quand même le premier supporter des écureuils. Oui, le chef de l'État. Le chef de l'État. Le Agbono, en fait. À qui il doit pouvoir transférer ses vertus de Agbono aux écureuils pour que de la FIFA puisse battre les éperviers. Un maillot numéro 9. Tout à fait. Donc, qui devrait arborer dimanche pour se rendre au stade. Donc, il faut conférer... C'est l'attaquant. Il faut conférer les qualificatifs de Agbono à nos écureuils. Ce que vous dites n'est pas à négliger. C'est directement que vous êtes en train d'inviter le président Patrice Talon à se rendre au stade dimanche dans son maillot, numéro 9, en jaune. Toper le moral aux écureuils. Et pour toper le moral aux écureuils, peut-être que les conseillers vont lui transmettre le message que cette fois-ci, ça passe ou ça passe. Et on reprend le slogan. Le slogan, c'est vaincre ou vaincre. Voilà, c'est tout. Vaincre ou vaincre. Alors, donc... Eh bien, merci à nous. Bonne chance aux écureuils. Bonne chance aux écureuils. Merci aux écureuils qui tout à l'heure affronteront
Les éperviers. Les éperviers, voilà. Voilà. Donc, voilà. Bonne merci à vous également, Fréjus Servan, Igor Ontondi, Didier Guédou et puis Fiacre Voyitan à la partie technique de cette émission. C'était donc tout pour le forum de la rédaction. Vous y avez certainement pris du goût. Nous sommes toujours là les vendredis 21h à 0h et les dimanches à partir de 13h30 sur Eden Télévision. Au revoir. Bon week-end. C'est aussi les supporters. Nous sommes prêts. La victoire est déjà assurée. Ensemble autour du ballon. Ensemble autour du ballon. Et cette fois-ci, on va...